Salut à tous. On va commencer la session avec Manuel, juste là. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? A priori, oui, super. Autre test. Est-ce que vous allez voir mon écran? Vous devez vous voir aussi. Si vous pouvez me faire un thumbs up, parfait. Du coup, moi, je vais vous quitter parce que enfin, je vais vous quitter. Je ne vais plus vous voir. Je ne vais pas voir le chat en même temps parce que je ne saurais pas présenter cette chose et lire le chat. Vous pouvez faire un coucou enfin, appeler le modérateur pour qu'il il m'interrompe dans mon flow parce que je verrai pas le chat. N'hésitez pas à le faire s'il y a des incompréhensions ou des trucs. Sinon, j'ai prévu du temps à la fin de la session pour répondre à vos questions. Cette session, elle va parler de Trunk-Based Development. Et le sous-titre «La vraie intégration continue», c'est pour le mettre en regard de ce qui est généralement compris comme étant l'intégration continue, qui est globalement un outil qui fait du build, comme Jenkins, GitLab CI ou Cruise Control, ce genre de choses. Alors qu'en fait, l'intégration continue, c'est une pratique qui prédate tout ça et qui vient de XP. Alors, qui je suis pour parler de tout ça? Donc moi, je me présente, je m'appelle Manuel Vasselet, je suis développeur sur le produit Tulip, je suis également le CTO de la société Enaline qui est éditeur de Tulip, ça tombe bien. Et pourquoi je vous parle de Trunk-Based Development aujourd'hui? Parce que c'est ce que l'on pratique sur le développement de Tulip depuis une dizaine d'années. Et du coup, je m'étais dit que c'était intéressant de partager avec vous, surtout que sur des confs précédentes qui présentaient des outils de revue de code, des processus d'intégration. En fait, il y avait beaucoup de questions qui revenaient sur cette façon de fonctionner. Euh, J'appelais pas forcément Trunk-Based Development et la terminologie Trunk-Based Development est en train de monter en connaissance, en awareness pour parler comme Jean-Claude Van Damme. Et je me suis dit que c'était intéressant de partager tout ça avec vous aujourd'hui, d'avoir vos questions. On va commencer avec un tout petit peu d'histoire. Parce que dans le monde de la gestion de version, le processus est intimement lié à l'outil et aux capacités fournies par l'outil. Donc là, je vous mets deux catégories d'outils. Enfin, je les ai séparés en open source, propriétaire. Il n'y a pas forcément de choix délibéré ici. Mon point, c'était plutôt de se dire qu'en fait, il y avait une évolution, donc là, de SCCS à Subversion, d'outils où on a essayé de faire maturer en fait déjà, ne serait-ce que la gestion de version en tant que telle, ce qu'on appelle les outils de SCM, Software Configuration Management. Aujourd'hui, on prend pour acquis un certain nombre de choses, mais par exemple, il faut réaliser que du temps de CVS, par exemple, la notion d'atomicité d'un commit, ça n'existait pas. Quand vous committiez 10 fichiers dans un commit, en fait, vous aviez 10 révisions. Enfin, chaque fichier avait une nouvelle révision et il n'y avait pas de notion de ils ont fait une modification entre eux. Ça a été une grande avancée de subversion, par exemple. Donc un peu de contexte par rapport à ça. Il y a les outils évoluent et nous donnent des capacités différentes qui permettent de transformer les méthodes. Si on prend ces outils, même si on prend ClearKeys, Perforce, pas BitKeeper pour le coup, c'est des outils qui sont centralisés. Ça veut dire que quand vous avez de la gestion de version à faire avec votre pour versionner votre projet, vous êtes en interaction avec un serveur central qui maintient enfin qui va maintenir les versions. Vous avez des copies locales, des working copies, mais ce n'est pas elles qui sont autorisatives. Donc il y a une forte centralité et à l'époque, même la notion de branche était peut-être quelque chose de compliqué. Donc on va dire qu'il y a une culture trunk-based development qui existait à l'époque. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'est l'histoire. En 2005, il y a un gros changement. On va dire que c'est Git qui l'a popularisé, même s'il y avait d'autres outils qui géraient très très bien les branches avant, comme Monotone, et on a une bataille qui naît en 2005 entre Git et Mercurial. Globalement,
c'est surtout l'avènement des outils de gestion de version décentralisés qui a amené une popularisation de la branche. Puisqu'en fait, fondamentalement, en fait, un outil de gestion de version décentralisé a besoin de gérer des branches, puisque deux versions d'un dépôt, un fork de Git, ce sont deux branches déjà. Donc forcément, en fait, nativement, par essence, un DVCS doit savoir gérer correctement les branches. Et du coup, en fait, vu que les branches sont devenues un objet très facile à manipuler, extrêmement peu coûteux, et venant dans le workflow normal du développeur de par l'utilisation de la décentralisation, il y a eu une bascule sur des workflows de développement basés sur les branches. Donc ça a mis un peu de temps à maturer. On va dire qu'autour de 2010, enfin c'est même pas autour de 2010, le blog post qui va entériner Gitflow, c'est 2010. On va dire que ça a commencé un petit peu avant, puis après, le temps que ça se propage un peu, on a eu vraiment une montée en popularité de ce type de flow qui est extrêmement centré sur les branches. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le blog post s'appelle Successful Git Branching Model et il s'appelle pas a Simple Branching Model ou a Simple Git Model. Et le workflow Gitflow, il n'est pas spécialement simple. Il y a plusieurs branches, il faut comprendre les différentes branches, à quoi elles servent. Il y a des feature branches, il y a des branches de développement, des branches de release, etc. Donc, c'est pas forcément simple. Par contre, c'était extrêmement pratique et surtout extrêmement novateur et ça venait pour contrecarrer une situation qui était une situation un peu merdique qui existait avant l'avènement de cette facilité de branche. C'est que vu que les branches étaient compliquées à utiliser, on avait un modèle centré sur le tronc et qui avait un certain nombre de défauts. Je vais rentrer dans le détail sur ces défauts juste après. Donc le guide flow, très bien, mais un peu compliqué à tel point que 20 ans plus tard, donc ça c'est un extrait d'une note of reflection qui a été ajoutée par Vincent Dreesen. Donc c'est l'auteur du flow que je vous ai présenté juste avant, et cet extrait il vient de cette page web. Elle date, vous pouvez le voir là, du 5 mars 2020, donc c'est pas très vieux, qui dit globalement, Gitflow c'était bien, mais globalement, il faut peut-être essayer de voir plus simple. Et aujourd'hui, on est peut-être allé un peu trop loin avec Gitflow. Et globalement, il y a peu d'équipes où le niveau de complexité et les effets de bord du Gitflow se justifient aujourd'hui. Et notamment, parmi les autres workflows que propose Vincent Dreesen ou Vincent Dreesen, je ne sais pas comment on dit. En alternative à Gitflow, il y a le fameux GitHub Flow. Donc, c'est une variante du Gitflow, du Gitflow avec comme objet central la pull request. Forcément, on est chez GitHub, mais toujours avec une notion assez forte de branche et notamment de feature branch où globalement, on va brancher master pour faire un développement. À un moment donné, on va créer une pull request, il va y avoir des revues, il va y avoir de l'intégration, enfin de la qualification, puis ensuite une intégration. Mais une intégration sur master. On perd la notion de toutes ces branches, enfin on garde surtout les feature branches et on enlève une grande partie des autres branches. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On dit pas qu'il y a plus du tout d'autres branches. J'essaie de simplifier pour montrer là où on va tendanciellement. Il y a des variantes de tout ça, évidemment, mais globalement, ça c'est censé fonctionner ou plutôt c'est promu de cette manière. Cela dit, il reste quand même un problème lié à ça, c'est que ce soit en Gitflow ou en GitHub Flow, il y a un moment donné où potentiellement ça va coincer, c'est le moment à droite. Et c'est le moment qu'on appelle le merge L, c'est-à-dire que quand vous êtes sur master et que vous faites une branche de feature et que vous la mergez dedans, très bien, ça va très bien se passer. Il y a peu de raisons que ça pose le moindre problème. Mais quand vous commencez à être plusieurs, qu'il y a 3, 4, 5 branches de feature qui sont développées en parallèle et que vu que la release est dans 3 jours, il faut tout merger en même temps, et il y a de fortes chances pour que ça conflicte. Je pense que
tout le monde a des petits frissons quand il commence à voir les chevrons ouvrants, fermants et avec le égal, parce que personne n'est capable de lire ce truc-là. Et puis même quand on arrive à le lire, de toute façon, une fois sur deux, on ne sait pas comment résoudre le conflit. Donc, je grossis légèrement le trait. Mais globalement, en fait, on se crée un système à partir des feature branches, à partir des branches d'une manière générale, où globalement, on va créer un mécanisme de contention qui va, alors je ne sais pas pourquoi, euh, tendanciellement se faire tout au même moment parce que si on se dit qu'on merge tout à la fin d'un sprint de 2 semaines, on va tout merger au bout de 2 semaines, mais si on se dit qu'on fait des sprints de 4 semaines, on va tout merger au bout de 4 semaines. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais la théorie de on a 4 feature branches sur 4 semaines et il y en a une qui va merger à chaque semaine, ça marche pas. Il y a un truc qui fait que tout le monde va merger en même temps et que ça va être l'enfer et que soit on va devoir revert, soit au mieux on arrive à merger, mais en fait quand on a tout mis ensemble, ça marche pas ou il y a des conflits, des side effects. Globalement, merger tout ça, c'est un point douloureux, c'est un point de contention. D'où le fait de se dire, on va faire du trunk-based development. Et on va revenir peut-être à une chose qui existait avant et qui était peut-être pas forcément si mauvaise que ça, mais qui avait peut-être des petits travers. Donc globalement, le trunk-based development ou intégration continue, si on prend la définition de Martin Fowler, pour lui, intégration continue, c'est on pousse sur master au moins une fois par jour. Donc après, il y a des variantes, encore une fois, il y a aussi plusieurs variantes de ce flow-là. Là, j'ai extrait un graphique parce qu'il est relativement simple, donc il rentre bien dans un slide. On peut avoir plusieurs variantes, mais globalement, l'idée, c'est que tout le monde travaille au même endroit et on va intégrer de façon continue l'ensemble du travail des développeurs et on ne travaille pas à plusieurs développeurs sur plein de branches différentes. Typiquement, on ne va pas aller travailler dans des branches de release dans lesquelles on va faire des commits, on va travailler sur master et on va backporter sur des branches de release principales. Donc ça, c'est l'idée derrière le trunk-based development. Et dans la pratique, en vrai, la façon la plus simple de faire, c'est tout le monde commit dans master, main, trunk, vous l'appelez comme vous voulez en fonction de l'outil. Donc globalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on on est passé d'un monde où on avait du subversion dans lequel on travaillait sur master, on a fait pendant 10 ans du guide dans lequel on faisait des branches, et puis on revient sur master. Vous allez me dire, il y a un peu de l'arnaque. Oui, c'est un peu une arnaque. Le truc, c'est que aller tout le monde comité dans master, c'est facile, c'est le truc le plus simple qu'on peut faire. Par contre, il y a un gros problème avec ça, et c'est pour ça d'ailleurs que des approches à base de branches et de feature branch tout en isolation ont été si populaires, c'est que en vrai, quand on mergeait tous dans master, c'était l'enfer. Parce que la plupart du temps, en fait, il n'y avait pas suffisamment de maîtrise du tooling pour s'assurer que master soit toujours que le trunk soit toujours vert. Donc on poussait des trucs et globalement ce qui se passait c'est que les développements se faisaient sur master jusqu'à un moment où c'était vraiment pété mais avec un semblant de fonctionnel en fonction du doigt mouillé et puis là on cutait une branche de release et puis après il y avait le long jour sans fin de la stabilisation des branches de release jusqu'à ce qu'on retombe à peu près sur nos pattes. Donc ça, globalement, c'est vrai que c'est le plus facile à faire pour faire du trunk-based development, mais c'est pas vraiment un progrès par rapport à faire du Git flow ou du GitHub flow. Parce qu'en fait, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est que on va vouloir aller dans une approche de type intégration continue et livraison continue, même si on n'en fait pas vraiment, et d'avoir du processus structuré derrière ça. Donc en fait, on va quand même avoir besoin d'un petit peu d'outillage pour structurer un peu plus ça. Donc, le premier niveau d'outillage qu'on peut mettre autour de ça, c'est avec des pull requests ou des merge requests. Donc là, ça devient un tout petit peu plus compliqué parce que c'est pas juste je check out master et je pousse dedans. Euh, alors en side effect, en premier side effect, on a potentiellement de la revue de code qui peut venir se greffer. C'est pas obligatoire au sens où euh, on peut très bien avoir des merge requests ou des pull requests qui ne sont là que pour faire passer des robots d'intégration continue. Parce que globalement, pourquoi on veut utiliser ce type de mécanisme, c'est principalement pour avoir une notion de pré-commit check ou de gating, c'est-à-dire que le code est vérifié avant d'être intégré dans master. Du coup, vu qu'il est vérifié avant d'être intégré dans master, on a beaucoup plus de chances d'avoir un master toujours vert
qui passe toujours les tests notamment, enfin qui a un certain niveau de qualité. Mais on peut très bien se limiter à avoir des validations automatiques sur les pull requests. D'autant plus que c'est, par exemple, ce que vous pouvez faire déjà, par exemple, sur GitHub avec des bots comme DepandaBot qui va aller vérifier vos dépendances NPM, Maven, ce que vous voulez, et vous pouvez le configurer en mode merge automatique, c'est-à-dire que à partir du moment où la PR elle passe les tests, on peut la merger automatiquement. Comme ça, il n'y a pas besoin de revue humaine. La revue de code humaine peut venir en parallèle, donc c'est une autre pratique qui n'est pas forcément liée au trunk-based development, mais qui peut être intéressante à pousser. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il y a des branches, parce que des pull requests, il faut forcément créer une branche. Alors oui, le but du trunk-based development n'est pas in fine de ne pas avoir de branches du tout. Il y aura toujours des branches, ne serait-ce que des branches de release, par exemple, sauf si vous faites vraiment que du déploiement continu avec zéro retour en arrière, ce qui peut être possible aussi. Donc il y a des branches, mais c'est des branches qui sont beaucoup plus courtes. Et c'est ça le point qui est essentiel, c'est que, comme je vous disais, le test d'intégration continue de Martin Fowler, c'est on pousse une fois par jour. Donc globalement, vos branches utilisées dans ce mode pour pousser des pull requests, elles ne devraient durer au maximum une journée. C'est un premier niveau, enfin c'est un niveau qui est tout à fait utilisable pour faire du trunk-based development. On n'a pas forcément besoin de plus. Il y a des outils qui permettent d'aller un tout petit peu plus loin. Il y a un outil dédié qui s'appelle Gerrit. Alors, ceux qui ont déjà vu des talks de ma part vont dire oh, il fait encore du placement produit. Oui, je suis un fanboy de Gerrit. Je ne vais pas vous parler plus que ça de Gerrit aujourd'hui, mais simplement pour avoir en tête que Gerrit, c'est un outil basé sur Git qui permet, enfin, qui a un workflow par commit. Donc là, ça va plus loin, c'est qu'il est quasiment impossible de faire une branche complète et d'envoyer une branche complète en revue. On est obligé d'y aller commit par commit. Donc globalement, le point à prendre en compte, c'est que c'est un outil qui va plus renforcer le trunk-based development que ne peut le faire une PR qui va venir avec une contrepartie, c'est que vu que c'est pas GitHub et que c'est pas des PR, c'est plus compliqué d'onboarder des développeurs ou des développeuses dans l'équipe parce qu'il va falloir les former avant. Alors ça n'a rien de rédhibitoire, mais le fait est qu'il y a un côté popularité qui joue en la défaveur de Git. Bon, je vais pas plus creuser que ça Gerrit aujourd'hui parce que c'est pas l'objet du talk. Ce qui est intéressant, je pense, aujourd'hui, c'est de vous montrer comment nous, au jour le jour, on le gère. Donc, au jour le jour, globalement, qu'est-ce qu'il va falloir avoir en tête pour faire du trunk-based development? Eh ben, le premier point, enfin le point le plus important pour moi, c'est l'atomicité des incréments de code. Alors, ça paraît pompeux comme ça. C'est de se dire que chaque évolution qu'on va pousser, chaque modification de code, en fait, ça doit être un petit bout atomique de la fonctionnalité. Et globalement, je peux pas me permettre, comme je pourrais le faire dans une feature branch, de commencer par un commit qui va tout défoncer. Genre, je dois remplacer une partie d'une feature pour pouvoir l'augmenter. Je commence par supprimer tout le code dont j'ai plus besoin, et puis je commence à reconstruire sur des bases entre guillemets saines. Ça va pas être possible en trunk-based development. Si on veut faire le remplacement partiel ou total d'une partie du code, il va falloir penser le code de façon échangeable. C'est ce qu'on appelle aussi le branch by abstraction. Donc, pareil, pourrais chercher ce que ça veut dire et comment c'est fait, mais globalement, en fait, il faut penser que le code doit toujours fonctionner, le fonctionnel doit toujours être présent, et il va falloir insérer votre changement de façon granulaire et un petit pas par petit pas pour aller dans la bonne direction. Donc la conséquence est ce qu'on va chercher à avoir, c'est donc toujours d'avoir notre trunk vert, principalement parce que vu que vous êtes censé repartir à peu près tous les jours de master, si master est pété, et ben forcément vous allez repartir d'une base qui est véreuse et vous n'allez pas pouvoir faire votre développement. Bon, ça paraît un problème ou une contrainte. En fait, c'est plus une conséquence. C'est que, étant donné que vous allez avoir du tooling qui va garantir que le code que vous allez intégrer, il est fonctionnel, votre trunk sera toujours vert, en fait. C'est à la fois une cause et une conséquence. Par contre, la conséquence directe, c'est que vous êtes continuellement déployable. Du fait que
vous devez toujours prendre en compte l'existant. En fait, vous mettez dans une situation où vous devez toujours pouvoir, où vous allez toujours avoir quelque chose à déployer. Quand on fait du Scrum, par exemple, on se dit que on doit avoir à la fin du sprint un produit potentiellement livrable. Ben là, ça prend ce principe-là, mais jusqu'au bout, puisque chaque commit, chaque micro-incrément de ce que vous allez développer est potentiellement toujours réalisable, déployable, et donc si c'est quelque chose sur lequel vous voulez tendre, sans que ce soit obligatoire, vous pouvez aller jusqu'au déploiement continu. Alors, il va y avoir potentiellement un problème, c'est que à partir du moment où on perd la feature branch, on perd une vision globale de ce qu'on développe. C'est-à-dire que vous allez plus pouvoir être dans votre branche de développement et faire un git log et voir globalement où vous en êtes, ou un git diff master pour voir l'ensemble de ce que vous avez déjà fait et potentiellement de ce qui vous manque. Donc là, le tooling externe autour de votre code va être plus important. Donc là, petit moment d'autopromo. Mais globalement, là, je vous ai mis une capture d'écran de Tulip. C'est une capture d'écran de n'importe quel outil qui vous permet de suivre votre workflow de développement, hein, que ce soit du GitHub, du GitLab, du Tulip, du Trello, un taskboard physique avec une webcam, parce que de toute façon, on peut plus être tous au boulot. N'importe quoi fait l'affaire. Globalement, c'est ce que vous utilisiez pour vous synchroniser en équipe, ou vous synchronisez avec les PO pour leur dire globalement où est-ce que vous en êtes, eh bien, ça devient aussi un outil important pour vous, parce que c'est ce qui va vous permettre de voir le sense of progress de ce que vous avez estimé. Enfin, estimé, pas forcément en termes d'estimation, mais de ce que vous avez envisagé comme développement. Et ça, c'est l'autre point lié à la découpe, c'est que, en fait, progressivement, vous allez voir que, alors si vous faites de l'agilité d'un sprint planning, par exemple, comme on fait, globalement, ce qu'on va faire en sprint planning, quand on va découper nos user stories, les tâches vont correspondre peu ou prou au commit que l'on va faire. Donc globalement, quand on va faire notre sprint planning, en fait, ce qu'on est en train de planifier, c'est l'ensemble des commits du développement. Alors ça paraît un peu fou comme ça de se dire que au début, enfin le lundi matin, on est capable de dire quel commit on va faire le vendredi après-midi. C'est pas vraiment ça. C'est plus qu'on va formater notre façon de penser en disant, quand on découpe une user story, en fait globalement, ce qu'on essaye de faire avec une tâche, c'est le plus petit incrément fonctionnel de la user story. Et ben, ça tombe bien parce que le plus petit incrément fonctionnel de la user story, ça correspond assez bien à la définition de l'atomicité de vos incréments de code dont je parlais juste avant. Donc globalement, vous allez vous formater l'esprit en disant, ben, je vais créer mes tâches qui sont des éléments plutôt de haut niveau de synchronisation d'équipe, et ça va mapper ce que je vais avoir au niveau du code. Évidemment, vous n'allez pas avoir du 100% de matching entre vos tasks et vos commits, parce que déjà, ça n'a pas de sens, et puis forcément, vous allez en oublier, vous allez forcément rajouter des tâches qui n'avaient pas été vues parce que pour X ou Y raison, puis à un moment donné, vous allez fermer 3 tâches avec un commit va correspondre à 2 tâches. L'idée, c'est pas forcément d'avoir une bijectivité complète entre les deux, c'est plus d'avoir une vision d'ensemble et un état d'esprit quand on envisage le commit comme étant un sous-incrément fonctionnel d'une user story. C'est vraiment ça le plus important. Alors, dans les effets de bord qui sont intéressants, et pourquoi on cherche à faire du trunk-based development, et pourquoi c'est bien TM, R, tout ça, le trunk-based development, bah, principalement parce qu'en fait, le fonctionnel, il va être exposé super tôt. Quand vous êtes travaillé dans une feature branch, globalement, vous êtes les seuls, le seul ou les seuls, si vous êtes en feature team, par exemple, si vous êtes 2 ou 3 sur une même feature, vous allez être 3 à manipuler le code que vous êtes en train de produire. Donc c'est déjà bien, mais surtout, en fait, on sait très bien que quand on développe une fonctionnalité, on est tellement collé aux critères d'acceptance et on est tellement collé au cas nominal, parce que c'est celui qui nous occupe le plus longtemps, qu'on en perd enfin, on a un effet de focus. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà fait euh, des, des, des sports de précision comme tir à la carabine ou
ou du tir à l'arc, à un moment donné, vous vous concentrez tellement sur le point que vous voulez atteindre qu'en fait vous perdez, vous voyez plus du tout le reste. Et des fois, il y a des trucs énormes qui se passent. Enfin, il y a plein de, enfin, c'est le principe même de la magie. Vous pourrez aller casser la gueule à Jérôme Bourgeon quand vous le croiserez. D'ailleurs, c'est que en fait, on va vous concentrer sur un point, vous perdez le contexte et il se passe des trucs autour de vous. Vous avez l'impression que c'est de la magie. C'est juste qu'on vous a concentré sur un point et que le reste vous l'avez pas vu. Bah, c'est pareil avec le développement. Vous êtes concentré sur vos critères d'acceptance, vous n'y êtes pas le reste. Quand on fait du trunk-based development, et ben en fait le fonctionnel des autres, il va venir vous polluer entre guillemets, parce qu'à chaque fois que vous allez vous rebaser sur master, à chaque fois que vous allez réintégrer le travail des autres, et ben le fonctionnel des autres va venir dans votre effet, enfin dans votre domaine. Et donc du coup, vous allez pouvoir remonter s'il y a un vrai problème technique que ça fait cracher parce que vous lancez une exception X ou Y et qu'elle n'est pas catchée ou je ne sais quoi, ou qu'il y a des effets de bord de mémoire ou je ne sais quoi. Donc là, c'est des éléments techniques, mais le fonctionnel aussi va venir vous allez voir un problème CSS, un problème d'alignement, un problème de choses qui est pas prévu pour. Et donc du coup, c'est un premier travail de QA qui va pouvoir être fait par vos collègues des autres équipes. Donc ça, c'est déjà super intéressant. L'autre point, c'est que vu que tout doit être intégrable sur master, ben, le code doit être pensé intégré. On ne peut pas juste pousser du code qui va tout péter. On pousse du code qui est prêt à recevoir des modifications, qui est prêt à tourner en production. Et donc du coup, ben, c'est codé, c'est livré. Vous n'avez pas de surcoût, entre guillemets, de processus de livraison, puisque c'est built-in. Si vous avez été capable de committer, vous êtes capable de livrer. Et ça, c'est super important, parce que les outils de release et de livraison qui sont lancés une fois toutes les 3 semaines, eh ben, il y a forte chance qu'au bout de ces 3 semaines ou de ces 4 semaines, il y ait des trucs qui ne fonctionnent plus complètement. Enfin bref, il y a du, il y a de l'entretien qui est nécessaire et que cet entretien, en fait, au lieu d'être, il va pas disparaître comme par magie. Si les outils, si au bout de 3 semaines vos outils de livraison ils ont pété, ils vont aussi péter le trunk-based development. Il y a pas de magie là-dedans. La seule différence, c'est que ça aura été vu beaucoup plus tôt et pas à un moment donné, à un moment critique où on se dit bon bah allez, maintenant on va livrer. Ah mais oui mais ça pète. Ah oui mais on doit livrer dans 2 jours. C'est pas exactement le même niveau de stress que on commence le sprint et puis ah ben l'outil de livraison il pète parce que on a changé de version de je sais pas quoi d'un module NPM quelconque et on a 2 semaines pour corriger. Enfin, on n'aura pas 2 semaines pour corriger évidemment, mais on va on n'a pas le même niveau de stress par rapport à ça. Alors, l'opposition qui est souvent faite, c'est que oui, mais c'est pas livrable. C'est-à-dire que on a poussé un commit, ce commit fait un petit incrément fonctionnel. J'ai rajouté un bouton submit dans un formulaire ou j'ai un nouveau bout de machin dans mon sensor qui est je ne sais pas où dans la nature. C'est pas utilisable. Alors effectivement, pousser du code dans master ne veut pas dire que ce code livré est activé. Et c'est là que rentrent les feature flags ou feature flipping. Globalement, si vous ne savez pas ce que c'est un if. C'est un if ma feature est activée, et ben ça va faire quelque chose derrière. Donc c'est bête comme chou. Conceptuellement, c'est une branche. C'est exactement la même chose que vous avez avec une feature branch. D'ailleurs, d'un point de vue AST, arbre de syntaxe, arbre. Enfin, bref, quand vous transformez votre code pour le compiler, un if c'est vu comme une branche pour votre compilateur. Et c'est pas anodin que ce soit le même terme parce que c'est la même chose conceptuellement. Sauf que vous avez du branch as code. Alors c'est marrant parce que ça fait bien de dire que plein de choses sont as code, mais là c'est vraiment le cas. Et la grosse différence, c'est que si vous avez 3 feature branches qui sont en parallèle, si vous voulez les exposer à votre PO ou les mettre à disposition de votre équipe de QA en avance de phase, vous allez devoir déployer 3 fois le code sur 3 serveurs ou instances différentes en parallèle. Avec la notion de feature flag et de trunk-based development, en fait, ça va être le même serveur avec les feature flags d'activer.
Et avec comme side effect aussi qu'en fait, tout étant activé en même temps, on va pouvoir se rendre compte très très vite de si deux features qui étaient censées être développées en parallèle et en toute autonomie sont aussi en parallèle et en autonomie que ça. Et des fois, on a des surprises. Et ça permet, encore une fois, d'identifier un peu plus tôt les potentiels problèmes, plutôt qu'au dernier moment. Alors, attention, parce qu'il n'y a pas de balle en argent, jamais. Les feature flags, c'est aussi quelque chose dont il faut se méfier, parce que plus il y en a, plus ça va être compliqué. Quand vous avez une interface graphique qui doit gérer 5 feature flags, ça veut dire que globalement, votre positionnement, il doit gérer la combinaison, la complexité combinatoire de ces 5 éléments. Globalement, c'est très difficile et ça va avoir un surcoût important. Donc il faut savoir doser les feature flags, il faut savoir les concevoir aussi de façon flexible. Il n'y a pas forcément qu'un seul type de feature flag à déployer. Donc en résumé, le problème, il arrivera toujours, que vous fassiez du guide flow, que vous fassiez du trunk-based development, mais la valeur, la vertu du trunk-based development, c'est d'essayer de faire remonter les problèmes au plus tôt. Et c'est également quelque chose qui est très en lien avec ce que cherche à faire l'agilité. Avec l'agilité, on essaye d'avoir des boucles de feedback les plus courtes possibles pour s'ajuster le plus rapidement possible. On parlait de vélocité lors de la keynote juste avant. On est tout à fait là-dedans. Il faut traiter les problèmes au plus tôt possible, et plus on les traite tôt, plus on a d'options pour les gérer et potentiellement qu'elles ne nous impactent pas. Ou très peu, ou beaucoup moins. L'autre point, c'est que on va réduire considérablement la pression pour livrer. C'est pas du tout la même pression quand on arrive à la fin de la release, qu'il y a 5 feature branches et qu'il va falloir toutes les merger en 2 jours, que de se dire, et puis potentiellement qu'il y en a 2 qui sont en conflit, donc en fait on va prendre que 4 des features sur les 5, plutôt que de se dire, en fait les features sur les 5, il y en a 3 qui sont finis à 100%, il y en a une qui est à 90% et une à 50%. Ben, et elles fonctionnent toutes ensemble parce que on s'en est assuré jusqu'à présent. Et ben, la discussion avec le PO, la discussion avec le client, elle est vachement plus simple parce que c'est beaucoup plus facile de dire vous pouvez utiliser 90% de la feature que vous pouvez pas l'utiliser parce qu'on n'a pas pu la merger. Et là aussi, il y a plein de stratégies qui sont intéressantes à explorer. Je vous parlais de différents types de feature flags. Si la feature qui est prête à 50%, au final, ce qui manque, c'est, je sais pas moi, de l'ajustement CSS ou je ne sais quoi qui fait que c'est pas ouvrable au plus grand nombre, mais qu'il y a une équipe de 5 personnes qui est prête à faire un test en avance, et ben finalement, vous pouvez très bien concevoir le feature flag ou l'adapter pour que la fonctionnalité ne soit exposée qu'aux 5 personnes qui sont vraiment les plus demandeuses. Et encore une fois, ça vous donne des options pour gérer la livraison que vous ne pouvez pas avoir juste avec des branches. Alors évidemment, ça nécessite une bonne ingénierie, c'est-à-dire que faire du trunk-based development sans test unitaire ou avec très peu de tests d'intégration, c'est une gageure. Hein. Je vais pas vous vendre la lune. Vous avez besoin d'une ingénierie de test pour garantir la non-régression, ou sans la garantir, en tout cas de la limiter. On va dire que c'est un mal pour un bien, puisque de toute façon, à un moment donné, si vous n'avez pas cette ingénierie, c'est de la dette que vous créez. Donc, le trunk-based development va surtout mettre en avant le fait que vous avez besoin de cette ingénierie pour pouvoir travailler et pouvoir, pour faire écho encore à la keynote d'avant, avoir une vélocité qui soit acceptable. Alors, la question, ça pourrait être, et si on n'en fait pas? Bon, je vous fais un talk sur le trunk-based development. Je doute que tout le monde passe au trunk-based development dès la fin de cette présentation. Et c'est pas forcément le but d'ailleurs. Il y a des choses que vous pouvez essayer qui ont assez peu d'impact et enfin assez peu d'impact, qui peuvent avoir des impacts intéressants, mais qui ont assez peu de conséquences sur je ne vous demande pas de retravailler l'intégralité de votre processus de livraison. La première chose que vous pouvez tenter, c'est de raccourcir les branches. Si vous avez des feature branches qui durent 2 semaines, essayez de les faire durer 1 semaine.
C'est pas de, enfin, je vais pas dire comme Quentin qui prévoit l'ouverture d'un restaurant en 3 jours. Je vous demande pas de travailler comme des fous furieux. Je vous dis simplement, vous allez toujours travailler les 2 semaines, sauf que vous allez concevoir la branche pour que au milieu, eh ben, elle soit mergée, fermée, intégrée dans master, puis réouverte. Donc ça veut dire qu'il faut penser la branche de façon un petit peu différente. Donc vous pouvez toujours garder la pratique de casser des trucs. Par contre, vous devez en casser moins. Et globalement, vous avez, si vous cassez un truc, vous savez que vous avez une semaine pour le réparer avant de le merger. Mais déjà, au moins, vous allez réduire la quantité de travail, vous allez réduire la quantité de merge, et surtout, ça a beaucoup plus de valeur que de pouler master fréquemment dans votre branche. À la limite, il vaut mieux raccourcir la branche d'une semaine que pouler master dans votre branche tous les jours. Parce que pouler master dans votre branche tous les jours, alors ça récupère ce qui a été fait sur master, c'est très très bien, mais vous n'avez pas tout le gain d'exposer le fonctionnel aux autres développeurs. Donc vous exposez, enfin vous récupérez le fonctionnel des autres développeurs, enfin, des autres équipes, mais vous ne bénéficiez pas du retour des autres équipes. Je ne sais pas si j'étais très clair, vous pourrez me demander de clarifier dans les questions. Donc globalement, il y a des choses à tenter. D'ailleurs, pour faire ces branches plus courtes, vous serez obligé aussi à un moment donné d'imaginer de faire des feature flags, etc. Donc c'est une pratique que vous pouvez tenter, qui vous coûte pas bien cher, que vous pouvez tenter sur 3 sprints, par exemple, pour valider. Puis si ça vous plaît, que vous voyez que en réduisant, en divisant par deux, bah, c'est pas mal, bah, vous allez avoir vite tendance à vous dire que bah, les branches, vous allez essayer de les faire les plus courtes possibles. Puis peut-être qu'à un moment donné, quand les branches ne feront plus qu'une journée, vous ferez du trunk-based development, mais sans avoir rien changé à votre flow de développement traditionnel. Hop, voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais pouvoir prendre vos questions. Alors, Alors, je sais pas. alors, est-ce que tu m'entends? Super. Alors, on a une Ouais, question d'Agnès. Donc, d'après ton expérience, combien de temps ça prend pour passer d'un Git flow, par exemple, au trunk based development? Et quelles sont, ouais, bonne question. et quelles sont les grandes étapes Pardon? ou prérequis pour y arriver? Alors, les étapes et les prérequis, j'en ai un petit peu parlé là à la fin. Globalement, les étapes, c'est d'essayer de raccourcir les branches. On va pas passer, si vous faites des feature branches qui durent 4 mois, vous n'allez pas passer du jour au lendemain au trunk-based development parce que bah déjà, vous avez probablement pas le tooling, vous n'avez pas l'état d'esprit qui est de... Enfin, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à retranscrire en termes de slides ou d'images ou de bullet points, c'est que il y a vraiment une adaptation qui là va prendre du temps de se dire ok comment je design mon commit, comment j'insère les choses globalement. Enfin, je trouve l'article de Martin Fowler Branching by Abstraction plutôt bien fait là-dessus sur comment on fait pour faire du swap, enfin de la bascule de code en live sans toucher l'existant et en étant euh, le plus progressif possible. Donc ça peut être un point. Donc le point, c'est que vous allez commencer par réduire en fait la taille. Si vous faites des branches qui durent 4 mois, vous allez faire des branches qui vont durer 3 mois, puis 2 mois, puis 1 mois, puis voilà. En même temps, il faut faire monter en compétence le tooling. Je ne sais pas si j'ai insisté suffisamment. Plus le tooling est important pour garantir que tout fonctionne correctement, euh, plus vous allez pouvoir faire du trunk-based development qui va être effectif. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous n'allez pas forcément en avoir beaucoup parce que vous n'aurez pas forcément beaucoup de tests. Vous aurez par exemple que des tests unitaires. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos tests unitaires, ils sont pas suffisants, que vous pétez du fonctionnel assez régulièrement et que finalement, ça vous coûte du temps. Vous allez commencer à mettre des tests d'intégration au niveau un petit peu plus nombreux. Puis vous allez rendre compte qu'il y en a trop, que c'est trop lent. Enfin, bref, ça va mûrir. Et en fait, à partir du moment où les développeurs, les développeuses vont avoir confiance dans l'outillage et que l'outillage va leur garantir qu'ils peuvent faire leurs modifications locales et qu'ils doivent juste se concentrer sur cet incrément atomique de code,
et ben ça va venir progressivement. Alors après, en termes de temps, je pense que c'est complètement corrélé à la compétence de l'équipe. Je ne saurais dire. Je ne saurais dire. En plus, en vrai, j'ai pas vraiment assisté à des transitions de Gitflow vers du trunk-based development. Nous, au tout début du développement de Tulip, on faisait du développement par branche et globalement, alors juste pour la petite histoire et pour faire hyper rapide, on faisait du développement par branche, mais on était des fous furieux de la revue de code et on s'imposait des processus de fou pour faire de la revue de code. C'était extrêmement laborieux et il y a un client qui nous a forcé pour une raison X ou Y enfin plutôt on est tombé sur Gerrit, un peu par hasard. On a essayé de l'utiliser en faisant des feature branch. C'était l'enfer. C'était vraiment, c'était à pleurer tellement c'était compliqué. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que, en fait, si on faisait de la modification commit par commit, en fait, nos revues de code étaient vachement plus simples. Et globalement, sur l'espace à peu près, je dirais d'un an, ça a pris un an, oui, parce qu'on n'était pas forcément conscient du problème qu'on avait. Je le dis maintenant comme ça, mais des fois, quand on est dans la merde, on a du mal à se rendre compte qu'on est dans la merde. Sur à peu près l'espace d'un an, en fait, on est arrivé à maîtriser le fait que notre problème, en fait, c'était que on essayait de revoir des choses qui étaient trop grosses, qui duraient depuis trop longtemps, et que on n'était pas efficient dans notre processus, et que en raccourcissant en réduisant le scope de ce qu'on traitait, en fait, on avait la vélocité qu'augmentait. Je sais pas si ça répond à la question. On a pas mal de questions de la part de Xavier. Donc, je sais pas si, si Xavier, tu veux monter sur scène, tu peux lever la main. Yes. On ne t'entend pas, Xavier. Je sais pas si tu as réussi à joindre la scène. Hop. Au pire, en attendant que Xavier arrive, s'il y a d'autres questions après la fin de la session, j'irai au deuxième étage en fraise ou en banane en fonction de ce qu'il y a de libre, et je serai Ouais. je serai dispo à une table si vous voulez continuer à discuter. Salut Manu. Bonjour Non, mais il Xavier. reste pas beaucoup de temps et juste, j'avais posé deux questions à QA. La première, c'était le merge fast forward. Est-ce que c'est possible, obligé ou conseillé? Et d'ailleurs, j'ai vu que la question qui suit, c'est merge ou rebase. Et l'autre, je te la pose tout de suite. Il va pas y avoir beaucoup de temps. C'était de savoir a posteriori, puisque les commits vont être disséminés pour une fonctionnalité, vont être disséminés dans le temps. Du coup, comment a posteriori avoir une vision d'ensemble sur ce qui a été modifié pour une fonctionnalité? Alors, sur la deuxième, c'est potentiellement le plus compliqué. C'est là pour le coup qu'un outil comme Gerrit va être beaucoup plus puissant qu'un outil comme GitHub ou GitHub, GitLab, tous les outils basés sur des pull requests, parce que globalement en fait sur Gerrit il va y avoir une notion de label on va pouvoir attacher au commit, qui va pouvoir faire une sorte de branche conceptuelle sur lequel on va pouvoir retracer l'ensemble des commits. Ce qui est plus compliqué, en tout cas pas forcément super bien intégré. Il y a la notion de tag, label dans GitHub et dans GitLab, mais c'est pas forcément fait pour avoir une navigation dans les commits. Donc c'est plus compliqué à avoir. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'avoir? J'en suis pas sûr d'avoir la vue sur tout ce qui a été développé d'un point de vue code principalement. Parce que globalement, pour avoir, in fine, si tu fais ta feature branch qui dure 2 semaines ou 3 semaines et que tu la rebase et que tu la squash pour avoir un seul commit, ça va être juste l'enfer. Parce que alors là, pour le coup, tu auras, ta vision intégrale et dans l'historique de ton truc. Mais globalement, si tu as le moindre problème et que tu dois faire un bisect, déjà, tu vas te retrouver avec un fatas commit sur lequel tu vas perdre la logique des différents commits qui ont conduit à ce statut. Et l'intérêt, la progression des commits est hyper importante. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire?
Et puis, si tu fais un bisect et que tu te retrouves sur un diff qui fait 4000 lignes parce que tu as rebase une branche qui fait 4 semaines, c'est juste, autant t'ouvrir les vannes direct, quoi. Autant déclarer perdu. Donc après, est-ce que c'est rebase versus merge? Pour moi, il y a pas de meilleure école. Je pense que il vaut mieux faire du merge si l'équipe. Enfin, j'aurais tendance à dire rebase, mais plus pour une sorte de pureté à la con entre guillemets, d'historique. Mais en fonction de la maturité de l'équipe, j'aurais tendance à dire que il vaut mieux un merge maîtrisé qu'un rebase. Avec le trunk de développement, c'est ça la question. En tout cas, il n'y a pas de il y a pas de lien avec le trunk based development. Si on a encore le temps, mais je me permets de poser une autre question qui est de Guillaume Saint-Etienne, qui dit que le trunk based development impose une rigueur de travailler ensemble, de ton expérience. Est-ce que cette rigueur émerge au fil du temps ou faut-il poser toutes les règles dès le début? Non, ça émerge. Enfin, tout ce que je vous ai montré, c'est émergent. Il y a. C'est difficile. Alors, je vous dis c'est émergent parce que nous, on l'a vécu de façon émergente. Après, peut-être que si vous avez un coach technique qui vient pour mettre en place du trunk-based development chez vous, il va capitaliser sur 10 ans d'expérience en vous disant mais il faut faire ça, ça, ça et ça. Bon, c'est un petit peu les éléments que j'ai dispersés aujourd'hui en disant bah faites attention au tooling, etc. Parce que si vous mettez pas de tooling et que vous commencez à faire du trunk-based development et que vous pétez master en permanence, en fait, ce qui va se produire, c'est que les gens auront tellement pas confiance en master qu'ils vont créer des branches et qu'ils vont pas en sortir. Mais in fine, je pense que comme beaucoup de pratiques de code, il y a quand même beaucoup d'émergence et beaucoup de localité dans le sens où ce qui est vrai dans une équipe avec un contexte culturel et technique particulier sera pas forcément vrai dans une autre. Bref, j'ai pas de réponse. Question suivante. Donc, pareil pour tous les participants, si quelqu'un veut participer en live, il peut lever les mains. C'est juste en bas, il suffit de cliquer. Deuxième question de Guillaume. Donc, est-ce que le trunk-based development, est-ce qu'il impose une rigueur de travailler ensemble? D'après ton expérience, est-ce que cette rigueur émerge au fil du temps? Ouf. Je crois que c'est la question à laquelle je viens de répondre, okay, que Xavier a prise. La question d'après. Quel est l'impact Quel impact a le TBD sur l'architecture logicielle? L'impact, alors j'ai le QS, l'architecture logicielle, donc notamment l'architecture hexagonale. Je pense que c'est assez disjoint. On peut très bien faire du TBD en faisant du CRUD à l'ancienne. Je vois pas d'incompatibilité. Par contre, c'est clair que l'archi hexagonale va plus protéger votre développement au cours de l'établissement de votre fonctionnalité. Et donc du coup, vous allez avoir des bénéfices. Enfin, peut-être que le TBD va vous inciter peut-être plus à faire de l'archi hexagonale que ne le ferait des feature branch. Mais ce n'est pas une obligation en tout cas. Deuxième question de la part d'Amélie. Allez. Attends, je vais la prendre, ce sera plus simple. En fait, j'ai ouvert l'onglet. Pour remonter les problèmes au plus tôt, on peut aussi faire passer des tests d'intégration continue sur du code résultant du merge de toutes les branches en cours. Alors oui, c'est notamment l'Octopus Merge et ce que font les gens des Furets, je crois. C'est qu'on fait pas mal de talks sur le sujet. Alors oui, en théorie, le problème de ça, c'est que vous vous basez uniquement sur les tests d'intégration. Vous n'avez pas toute la partie du fait que pendant votre développement, vous êtes exposé au code des autres et tout ce qui n'est pas capté par des outils, tout ce qui n'est pas captable par des outils. Les exemples très concrets, nous, ça nous arrive pratiquement à chaque
à chaque release de choses où en fait on se rend compte d'un comportement parce que on a un collègue qui travaille sur une autre feature que pour une raison X ou Y, par laquelle on est obligé de passer un menu quelconque, enfin une fonctionnalité par laquelle on est obligé de passer. Et en fait, en passant par cette fonctionnalité, on se rend compte qu'il y a un comportement qui est bizarre ou une régression, ou parce qu'on a un cas d'usage Zarbi ou des datas qui sont complètement pétés sur notre environnement de développement, on est capable de remonter ça. Et ce truc-là, alors c'est pas quantifiable parce que je peux pas vous dire, enfin, je dis que ça revient assez souvent, mais je peux pas vous dire, ben, on est capable d'identifier n bugs, mais c'est des éléments, c'est du smoke test for free pour peu de choses. Enfin, for free, c'est jamais gratuit, mais en tout cas, c'est avant que une équipe de QA en folie vienne pour déboîter votre application. C'est vos collègues développeurs qui vont être exposés à ça. Donc, pour moi, le merge avant avec des outils automatiques, ça fait pas le même boulot. Alors, une question sur la revue de code. J'ai volontairement pas parlé de revue de code parce que, comme Omar Sharif, c'est mon dada et mes précédentes confs étaient principalement centrées sur la revue de code et je voulais pas qu'on associe le trunk-based development à la revue de code. Dans notre cas, trunk-based development est associé à la revue de code. Les deux sont indissociables, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire du TBD sans faire de revue de code. Celle d'après de questions, alors on peut les faire disparaître? Non, hop, hop, hop. Donc celle-là, je l'ai répondu. TBD avec Feature Branch me plaît bien, mais en mode Gerrit, cela revient à faire du SVN si j'ai bien compris. Alors c'est pas un retour en arrière. La grosse différence avec SVN, c'est que vous allez vraiment avoir du pré-commit en fait. Alors c'est techniquement possible avec SVN. Sauf qu'avec SVN, c'est tout en local. C'est-à-dire que vous pouvez pas envoyer un commit en revue qui va être dans une zone de staging à un moment donné avant de pouvoir être mis sur master. Sur SVN, vous pouvez très bien avoir des pré-commit hook, comme vous pouvez en avoir avec Git d'ailleurs, mais ils vont tourner en local, ce qui fait que les tests que vous allez lancer vont être super dépendants de votre environnement de développement. La grosse différence avec Gerrit, c'est que déjà, vous allez envoyer un commit en revue, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, mais ce commit, il est sur le serveur Gerrit. Il y a toute la batterie de tests que vous pouvez lancer, vous automatisez avec ce que vous voulez, très souvent avec du Jenkins, qui va s'assurer que le commit il est sain avant de passer éventuellement par une phase de revue de code humaine avant d'être mergé. Après, il y a un mécanisme d'amendement des patchs, ce qui fait que, en fait, globalement, votre commit, vous allez pouvoir avoir plusieurs révisions du même commit jusqu'à ce qu'il soit dans un état qui soit acceptable avant d'être mergé dans master. Donc, c'est absolument pas la même chose que du SVN, même si il semblerait, puisque on travaille du commit. Une dernière question, avant que là, ça sera peut-être la possibilité d'aller voir les sponsors. Donc, je te laisserai peut-être répondre à une dernière question. Ouais, je vais prendre. Ouais, et puis comme je disais, je pourrais être, je serais dans une donc, fraise ou banane au deuxième étage. Je prends la dernière question là dans l'ordre. Quel impact sur la vitesse de refactoring quand il faut maintenir plus longtemps une API qu'on remplace? Alors, pour moi, refactoring et remplacer une API, alors, du coup, je pensais API externe, mais c'est une API interne. Alors, effectivement, c'est un peu, c'est un compromis. Donc, c'est vrai que je suis pas rentré vraiment dans le détail là-dessus pendant ma présentation. Le fait de faire du TBD, à un moment donné, il va falloir que vous intégriez plus de choses dans vos commits de protection et de stabilité qui vont effectivement ralentir. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir vous permettre de faire des choses que vous auriez fait dans une feature branch, et donc du coup, à un moment donné, il y a des raccourcis que vous ne pouvez pas prendre, et donc du coup, c'est potentiellement plus long ou plus coûteux. Ce qui est rattrapé par un certain nombre d'autres avantages. Mais ça, c'est encore une fois un compromis à faire. Et par exemple, nous, ça nous arrive très rarement, dans des cas exceptionnels, de faire des branches quand visiblement on ne peut pas remplacer in place une fonctionnalité parce que les commits seraient trop gros ou l'impact en termes d'être capable de gérer les deux choses en même temps serait trop impactant. Donc c'est
Ça nous arrive, je sais pas, la dernière fois, c'était il y a 1 an et demi. On a fait une branche qui a duré 2 mois. Ça a été l'enfer sur Terre. Plus personne ne veut toucher à ça parce que c'est vraiment pas bon. Mais ça peut arriver. Alors après, en termes de refactoring, oui, il va falloir. Alors, c'est surtout qu'il va falloir être méticuleux sur la gestion des dépréciations. C'est-à-dire que ce que vous allez avoir tendance à faire, c'est déprécier des choses pour introduire une nouvelle API, utiliser la nouvelle API et après virer la dépréciation. Si on n'est pas méthodique et rigoureux, vous pouvez arriver à avoir plein de trucs qui sont marqués deprecated et qui sont jamais virés parce que vous l'avez oublié, parce que c'est à faire dans 2 semaines ou dans 3 semaines, et puis finalement il y a une autre priorité. Donc là, c'est de la rigueur. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait, quand on introduit un truc qu'on doit virer, on se met une tâche dans la release, par exemple la release N+2, donc on prévoit déjà une tâche ou une user story dans la release N+2 qui est virer ce truc-là, virer ce feature flag, etc. Donc on a des trucs qui sont prévus en avance et on sait que quand on va planifier une release, ben, en plus du travail, il y aura ce travail de maintenance et de nettoyage. Eh ben, merci à toutes et à tous. Donc, comme je disais, 2e étage, banane ou fraise, et allez voir les Merci sponsors. Manuel. C'est grâce à eux. Le lien, j'ai mis le lien sur le chat. Merci à vous. Ciao. Ok, super. Merci. Ciao.